Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent mardi 18 juin 2024 que plusieurs snipers rwandais et un tireur du mortier ont été tués au sud de la commune rurale de Kanyabayonga dans la province du Nord Kivu. C'est le lieutenant-colonel Mike Azukai, chargé de communication et mobilisation du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord et du Front Nord contre les rebelles du M23 RDF qui livre la nouvelle à Actu 30 possédé. D'après cet officier de l'armée congolaise, c'est aussi au niveau de Maïsafi, au sud de la commune de Kanyabayonga, que des gros véhicules des rebelles du M23 RDF ont été détruits par les FARDC. Je cite, lundi 17 juin 2024, plusieurs snipers rwandais et un tireur de mortier ont été neutralisés. Dans la journée du mardi 18 juin 2024, des gros véhicules de l'ennemi ont été détruits près de Maïsafi, au sud de Kanyabayonga, faut-il savoir. Pour l'instant, le lieutenant-colonel Mike Azukai déclare les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression sur les terroristes M23 appuyés par l'armée rwandaise. Le député national Gracian Irakan dénonce la banalisation par le gouvernement des massacres perpétrés dans l'est de la RDC par des rebelles. Dans une correspondance adressée mardi 18 juin à la première ministre Judith Suminwa, le lit de Bunia Ituri dit ne pas comprendre le silence et l'inaction du gouvernement face aux tueries à répétition déplorées dans cette zone. Pour cet opposant, membre de l'Assemblée pour la République, il n'est pas normal qu'il y ait une succession de massacres dans la région de Beni-Lubero à l'intervalle de 9 jours sans que les services de sécurité ne soient capables de les anticiper. Selon lui, je cite, le gouvernement minimise le nombre de personnes qui sont tuées et exécutées sur terrain. Et parfois, les réseaux sociaux forcent le gouvernement à dénoncer, à déclarer. Dans un communiqué publié lundi 17 juin, Moussa Faki Mahama a fermement condamné les attaques des ADF dans la région de Beni-Lubero ayant coûté la vie à 150 personnes depuis le début du mois de juin, dont au moins 42 lors d'une attaque survenue le jeudi 13 juin. À RDC, depuis mai 2021, la province de l'Ituri est sous état de siège face aux violences armées qui menacent la stabilité de la région. Cela fait actuellement 3 ans que l'état de siège est en vigueur. Cette mesure qui remplace les autorités civiles par une administration militaire est critiquée depuis des mois pour son efficacité. À 3 ans, 2145 personnes ont été tuées. 246 autres blessés et 489 kidnappés. C'est le bilan IME que dresse Dieudonné Lossa, le président de la société civile de l'Ituri. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le gouverneur militaire de l'Ituri, John Luboya Kachama, défend ce bilan et estime que la sécurité s'est améliorée dans la province. Les autorités ont signé le 19 avril 2024 un engagement de cessation des hostilités avec 5 groupes armés de l'Ituri. Parmi eux, la Codeco, une milice souvent tenue pour responsable d'attaques du village et de massacres. Depuis Bunia, capitale de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, le bilan de l'action militaire et répond aux demandes de levée de l'état du siège fait par la société civile. Kachama, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes lieutenant général congolais, gouverneur militaire de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, et vous intervenez depuis Bunia, chef-lieu de la province. Depuis mai 2021, la province de l'Ituri est sous état de siège face aux violences armées qui menacent la stabilité de la région. Cela fait 3 ans que l'état de siège est en vigueur. Alors, monsieur le gouverneur, quel bilan dressez-vous 3 ans après ? Bon, je peux dire que le bilan est positif, parce que même si on ne peut pas dire que c'est la perfection, le bilan est positif parce que quand nous sommes arrivés ici déjà dans la ville de Bunia, on se promenait avec des têtes de mort. Et puis, les axes étaient fermés, les nationales étaient fermées. Nous avions des groupes armés partout dans les agglomérations, dans les localités. Et donc, nous avions commencé par, n'est-ce pas, neutraliser ces groupes armés et les chasser des grandes agglomérations, ouvrir les grands axes.
Et aussi, nous avons aussi organisé pour que les déplacés qui étaient ici à Bunia, Oui. notamment ceux de Nyakoundé, donc surtout à Irumu, sont rentrés chez eux à la maison, donc Hmm. Nyakoundé, Boga, Tchabi. Et puis aussi, nous avons vraiment diminué le degré de nuisance Oui. des ADF, D'accord. parce que c'était tous les jours qu'on avait les ADF qui Hmm. incendiaient les véhicules sur la nationale numéro 4. La société civile de la province de l'Ituri appelle depuis plusieurs mois à la fin de l'état de siège. Est-ce que vous pensez que cela est réalisable aujourd'hui ? Mais vous savez, ce qui est curieux, c'est que le même message de la société civile, je ne pense pas que ce soit tous les membres de la société civile, mais le président, le message qu'il a donné dernièrement, c'est un message qui a été d'abord, n'est-ce pas, donné par un bilan qui a été donné par un groupe armé qui est de sa communauté. Hmm. Donc, vous savez très bien qu'ici, chez nous, nous avons des problèmes de communauté et donc Oui. malheureusement, il y a ceux-là qui croient que bon, voilà, ils doivent récupérer parce qu'en fait, en Ituri, il y avait un endroit et il y avait certaines personnes qui en profitaient et ils veulent garder justement ce chaos pour continuer à dominer sur les autres et continuer, n'est-ce pas, à frauder et à faire n'importe quoi. Hmm. Et donc aujourd'hui, vous pouvez venir, si vous avez l'occasion, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment la paix à Ituri. Est-ce que les conditions sont réunies pour une levée de l'état de siège ? Ou ce n'est pas encore réalisable à l'heure où nous parlons ? Non, pour le moment, il faut attendre encore. Il faut attendre parce qu'à la fin, je vous ai parlé de la sous-région. Vous savez très bien que nous avons le Nord Kivu ici qui est en guerre et c'est une province voisine et que donc nous avons tout ce qu'il y a comme problème qui sont des fois transférés ici chez nous en Ituri et en plus de ça, chez nous aussi en Ituri, le PDDRCS, le programme de mobilisation des armements réinsertion, n'a pas encore effectivement commencé parce que nous avions eu un problème de fonds. Donc, il faut absolument qu'on ait ces fonds-là et que ces groupes armés soient désarmés pour que, effectivement, nous pensions, n'est-ce pas, à lever l'état de siège, que le gouvernement pense à lever l'état de siège. Alors, les autorités ont signé le 19 avril dernier un engagement de cessation des hostilités avec 5 groupes armés de l'Ituri. Parmi eux, Codeco, une milice souvent tenue pour responsable d'attaques de villages et de massacres. Cependant, selon la société civile, les violations des droits humains par les groupes armés continuent. Alors, s'agit-il d'un échec, cet accord ? Mais vous savez, la société civile, c'est ici, là, je parle de l'individu. Hein. Je ne veux pas tellement parler de tous les membres, comme je disais, je parle de l'individu. Ce monsieur-là est inféodé à sa communauté. Mais quel monsieur ? Vous parlez de quel monsieur ? De la société civile, parce que c'est lui qui a fait ce bilan, monsieur Lossa. Dieudonné Lossa, le président de la société civile de l'Ituri. C'est lui qui a fait ce bilan, et le bilan qui est venu du Zaïre, qui est le groupe armé de sa communauté. Et ils ont eu la même, n'est-ce pas, le même communiqué et le même constat, si je peux dire. Et en fait, ils font le chantage, hein, ils font le chantage et tout. Le Codeco s'est engagé la dernière fois, n'est-ce pas, à arrêter, à cesser, n'est-ce pas, les attaques. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Depuis qu'on a signé, c'est le groupe de la communauté de M. Lossa qui est en train, le Zaïre notamment, qui est en train aujourd'hui d'aller tuer, d'aller provoquer ce Codeco-là. Donc, ce n'est plus le Codeco qui attaque, c'est eux qui attaquent. Ils sont aujourd'hui maintenant vers Banyal et Kilo, où ils sont en train de tuer les populations d'Indou. Et que donc, voilà. Et souvent, c'est toujours ça. Quand il y a des attaques, il y a des représailles. Monsieur le gouverneur, comment expliquez-vous que ces groupes armés continuent de sévir malgré l'état de siège ? Vous devez savoir, c'est un problème où ce sont des communautés qui sont en train de s'entretuer. Et donc, c'est très difficile de mettre un militaire devant chaque case, ou je ne sais pas moi, chaque maison. Donc, c'est un peu difficile. Mais en tout état de cause, je peux vous dire que les violences ont été vraiment réduites, et notamment dans les sites qu'on était en train d'attaquer avec la MONUSCO, nous menons des opérations et nous sommes arrivés à réduire le délai d'intervention de sorte que tous ces bandits-là, ces criminels, quand ils veulent s'entre-attaquer, nous nous interposons.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a quelques mois, vous avez pointé du doigt des politiciens ayant échoué aux élections de 2023 d'être à la base de la recrudescence de l'insécurité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces propos et qui sont ces politiciens ? Non, en fait, de quoi s'agit-il? Il y a eu des politiciens ici qui ont été condamnés et que donc ils ne pouvaient plus être réélus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu s'imposer, ils ont posé leur candidature et tout, mais à la fin, ils ont été invalidés. Et donc, ces politiciens sont rentrés ici dans leur communauté pour faire du chantage, de sorte que, n'est-ce pas, leurs groupes armés, comme je vous ai parlé, et leur communauté les soutiennent pour lever, n'est-ce pas, cette invalidation. Oui. Mais heureusement pour nous, la CENI a été catégorique et donc ces messieurs-là sont restés là et ils n'ont pas été élus. Un de leurs est rentré aujourd'hui, est parti. Il est dans un des pays voisins ici et où il est en train de s'organiser avec tous ces autres criminels qui font le désordre au Nord Kivu. Alors, monsieur le gouverneur, vous le savez, il y a un nouveau gouvernement à la tête de la République démocratique du Congo et un nouveau ministre de la Défense. Ce n'est plus monsieur Jean-Pierre Bemba. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous regrettez le départ de monsieur Bemba du ministère de la Défense ? Non, je n'ai pas d'opinion à donner. Je sais que M. Bemba son Excellence avait beaucoup d'expérience parce que c'est quelqu'un qui a quand même nagé dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, c'est un autre ministre qui arrive et le chef de l'État lui fait confiance. Je suis très sûr que c'est quelqu'un aussi qui sera à même de gérer ce ministère. Donc voilà, je n'ai vraiment pas de commentaire à faire. Merci beaucoup, monsieur Johnny Luboya Nkashama, d'avoir répondu à nos questions depuis Bunia. Mercredi 19 juin 2024, le cabinet de la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, annonce dans un communiqué signé ce 18 juin 2024 la démission de la ministre déléguée à l'environnement Stéphanie Mbombo. Sans donner plus de détails, la primature parle des raisons des convenances personnelles suivies. Mbombo Mwamba, porteuse d'un message écrit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue congolais. Ces entretiens qui font suite aux échanges que la ministre du Congo-Brazzaville de l'Environnement, Arlette Soudan-Dono, a eu récemment à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo ont porté sur la nécessité pour les deux pays d'avoir une vision commune sur la nouvelle économie du climat à quelques mois de la tenue à Bakou en Azerbaïdjan de la COP29. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo où le président Sassou, le président de la RDC, voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. L'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en création en RDC a été un autre sujet qui a retenu l'attention du chef de l'État congolais et son interlocutrice. La République du Congo a eu cette vision de créer l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Et il avait écrit à ses homologues du bassin du Congo, principalement le président Sassou Nguesso, pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble développer cet institut. Vous savez, les questions du climat, l'expertise sont définies toujours par les pays du Nord. Nous voulons, nous, au niveau de l'Afrique, développer et exploiter notre expertise locale et régionale dans le climat pour que nous puissions définir nous-mêmes nos forêts. Nous pouvons avoir notre propre base de données, nos propres définitions pour que nous puissions mieux les valoriser nous-mêmes et avoir les compensations dont nous méritons. À noter que les questions de défense, de protection et de préservation de l'environnement ont toujours été au cœur des préoccupations du président Denis Sassou Nguesso.
Lors de sa visite ce mardi 18 juin 2024 au secrétariat général de son ministère, le nouveau ministre du Développement rural, Mwindo Nzangi, a galvanisé les agents du cadre de l'administration en partageant sa vision pour la réussite de sa mission. Il a mis en avant l'importance de relier chaque village par des routes, de mettre à place des centres de développement intégrés, de places de villages, des radios communautaires et stimuler l'économie rurale en appelant l'engagement de tous pour atteindre cet objectif. Je cite, « Nous devons ensemble sillonner le pays afin qu'à l'horizon 2035, chaque village soit desservi en eau et en électricité. Les villages doivent être connectés par route. Chaque village doit avoir un centre de développement intégré, une place du village, une radio communautaire et une économie rurale. Pour y parvenir, nous devons tous jouer notre partition, a-t-il déclaré. Il a également exprimé sa volonté que les services de son ministère reprennent à main l'exécution du projet à court, notamment les programmes de développement local de 145 territoires. Je cite, « Il faut que le projet à court puisse être exécuté par nous à travers différents services. Si nous laissons l'exécution de ces travaux aux autres, comment allons-nous travailler? Le premier projet du programme d'urgence sera avec votre collaboration. Je vous demande d'être efficace pour que nous reprenions à main l'exécution du programme de 145 territoires. J'aimerais que les 100 premiers jours des projets soient constitués grâce à vos contributions, a-t-il ajouté. Déterminé à résoudre les problèmes, Mwindo Nzangi a promis de ne pas décevoir ses collaborateurs. À partir de ce moment, nous allons aussi travailler autrement. N'est-ce pas? Nous sommes les agents du développement rural. Le développement rural, ce n'est pas le centre-ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Donc moi et vous, et je l'ai dit à vos directeurs hier, que nous allons sillonner le pays pour que nous puissions nous rendre compte que chaque village de ce pays, à l'horizon 2035, chaque village de notre pays doit avoir de l'eau potable. N'est-ce pas comment y arriver? Chaque village de notre pays doit être électrifié. N'est-ce pas qu'on peut y arriver? Chaque village de notre pays doit être connecté par une route de cette agricole. N'est-ce pas qu'on peut y arriver? Chaque village de notre pays doit avoir une école. Chaque village doit avoir ne fût-ce que poste de santé. Chaque village doit avoir un terrain de jeu. Chaque village doit avoir un cimetière. Chaque village doit avoir un centre de développement intégré. Puisqu'on ne peut pas développer nos villages si les gens n'ont pas d'activité économique pour pouvoir se prendre en charge. Chaque village doit avoir une place du village. Chaque village doit avoir une radio communautaire, ne fût-ce qu'un appareil qui permet aux gens de communiquer. Et chaque village doit avoir une économie rurale qui permet aux gens de vivre, ne fût-ce que de vivre par les petits moyens que Dieu leur a donnés. Et pour y arriver, nous avons un grand rôle à jouer. Et je voudrais que ce rôle, nous puissions le jouer, nous tous ensemble. Nous n'allons pas rester dans nos bureaux, n'est-ce pas? Je voudrais que les directeurs, les chefs de division et les chefs de bureau que vous avez puissent déjà commencer à programmer les gens. Pas les mêmes personnes, il ne faut pas qu'elles soient les mêmes personnes qui se déplacent, n'est-ce pas? Que tous les agents participent, n'est-ce pas? Et je vais reprendre. Je veux que tous les agents participent, pas les mêmes personnes. Les députés nationaux toucheront désormais 14 millions de francs congolais, équivaut à 5 000 $ américains, déclare M. Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale. Dans son speech, lors de la première de clôture de la session ordinaire de mars 2024, le responsable de l'Assemblée nationale congolaise a félicité le député
qui ont accepté cette décision qu'il qualifie de patriotique. Vital Kamerhe signe que 14 millions de francs congolais équivaut à 5 000 $ américains. Tout avantage confondu, c'est ce qui va toucher les mois et députés nationaux. Tout à combat sur sa décision, le professeur a rassuré la première ministre Judith Suminwa que le salaire de député n'augmentera pas pendant cet exercice 2024-2028. Je cite, le salaire de député est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu à l'aide des banques. Ça se passe au niveau de la banque. Alors cessez de vanter des histoires. Nous voudrions vous remercier, vous, honorables députés, pour avoir accepté que votre salaire, qui était rejeté par la population, soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme. Vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer. On ne va pas vous demander une augmentation du salaire de député, indique M. Vital Kamerhe Lwakaningini.